Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Liliane Gordis. Bonjour. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Mais c'est moi qui suis ravi. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un double album, comme on dit, consacré à Jean-Sébastien Bach. Alors vous avez choisi 2 partitas et 2 suites anglaises, et puis des préludes et fugues extraits du 2e livre. Donc c'est un disque qui est paru après un très très beau disque que j'avais déjà remarqué en son temps, et j'avais pas eu l'occasion de vous rencontrer à ce propos, consacré à des sonates de Scarlatti. Oui. Toujours pour le label Parati. Et on sent que pour ces 2 projets, vous êtes allé au gré de vos envies. Vous n'avez pas voulu faire une monographie avec une volonté d'intégrale ou quoi. Vous avez vraiment voulu aller adopter un itinéraire au gré de vos envies. Oui, alors pour moi, le disque, c'est un objet qui dure dans le temps. Et j'ai besoin d'enregistrer les morceaux qui m'attirent, qui m'intéressent et que j'ai envie de graver pour le long terme quelque part. Et donc je dois vraiment suivre mes envies par rapport à ça. Et il faut que ça soit un travail qui est très fourni quelque part. Et donc moi je ne me projette pas tellement dans des intégrales ou des récitals de pièces en dehors de ce qui m'intéresse réellement. C'est aussi une question du moment dans la vie. À l'époque où j'ai fait le premier disque, je jouais énormément de sonates de Scarlatti, de concerts consacrés à ça, et je sentais que c'était ça qu'il fallait graver à ce moment-là aussi. Et donc là, on vous retrouve avec Bach. Déjà, les sonates de Scarlatti, vous disiez dans le texte qui accompagnait ce disque, justement, vous ne vouliez pas adopter le groupement 2 par 2 de ces sonates, mais aller au gré de vos envies. Vous faites pareil avec Bach. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, pour les sonates de Scarlatti, la question de chronologie n'est pas certaine. Je pense que Kirkpatrick a fait un travail monumental et extraordinaire sur la chronologie. Mais donc de numérotation, voilà, de ces 555 sonates. Exactement. Mais pour moi, en tout cas, quand on propose une nouvelle lecture, que ce soit d'ailleurs en concert ou au disque, je ressens le besoin de construire quelque chose qui raconte une histoire. Et donc parfois, je les groupe par 4 ou par 3. Mais les grouper uniquement par 2 limite quelque part l'histoire qu'on peut raconter. Et donc, sur le disque, je me suis projetée dans l'idée d'avoir quelque part 4 histoires différentes avec 4 mouvements. Évidemment, ces sonates ne sont pas forcément conçues ensemble, mais je pense qu'on doit raconter une histoire au disque. Et c'était mon choix. Alors là, vous continuez à raconter une histoire, cette fois-ci autour de Bach. Quand on est claveciniste, Bach, c'est quoi? C'est le quotidien? C'est vraiment le quotidien, mais même pour moi, j'ai commencé la musique à 4 ans. J'ai fait un peu de piano, un peu de violon, très tôt du clavecin aussi. Donc on est aux États-Unis à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Moi, je suis née à Berkeley, en Californie. Et mes premiers profs de piano avaient des clavecins. Donc c'était un instrument que j'ai connu à 5 ou 6 ans. Mais tout de suite, j'aimais Bach. Et je jouais des petits préludes quand j'avais 5 ans. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Je n'ai aucun souvenir de vie avant Bach, quelque part. Donc, c'est le quotidien et c'est une nécessité, je pense. Et donc, cette nécessité, elle se traduit par ce disque qui s'ouvre par la première partita. Alors, c'est une œuvre que se sont appropriées beaucoup de pianistes aussi. Liliane Gordis, on songe par exemple au disque de Dino Lipatti, qui est très marquant, ou alors des pianistes comme Murray Perahia ou Andras Schiff. Est-ce que pour vous, alors de même que les pianistes vont puiser chez les clavecinistes pour essayer de traduire Bach, vous écoutez de ces œuvres au piano ou pas du tout? Si. Il faut dire que maintenant, j'écoute moins les œuvres que je vais jouer, parce qu'il y a facilement un côté, burn-out. Il faut pas écouter ce qu'on est en train de travailler soi-même. Mais il m'arrive d'aller écouter des pianistes comme Andraszewski ou Martha Argerich au piano, en jouant des partitas de Bach ou les préludes et fugues de Bach, parce que ce sont des artistes qui sont tellement extraordinaires que ça dépasse l'instrument. Donc ça m'arrive effectivement, et puis parfois j'entends quelque chose que je n'aurais peut-être pas entendu au clavecin, et ça m'apporte toujours une nouvelle vision
Donc vous, Bach, vous racontez, toujours dans le texte qui accompagne ce disque, qu'en fait c'était vos parents qui vous avaient offert une partition des préludes et fugues de Bach. C'est Vous ça. aviez quoi, 9 ans À cette époque-là, en fait, j'avais déjà 13 ans et je jouais du clavecin depuis 3 ou 4 ans déjà. Et j'avais à peu près tout. J'avais les suites anglaises, les partitas, les toccatas, mais j'avais pas encore la partition du clavier bien tempéré, donc j'avais demandé ça pour mes 13 ans. Et c'est vous qui avez demandé. Oui, c'est moi qui avais. Oui, c'était quand même moi qui m'avais demandé, mais ils ont eu la gentillesse de m'offrir ça. Et je me souviens que ça a réellement changé ma vie parce que moi, j'étais pas à l'école en fait. On faisait de l'école à la maison. J'avais des parents très humanistes qui étaient axés vers une éducation sur le latin, sur le grec, sur les langues, l'histoire de l'art, tout ça. C'était pas des musiciens. Ma mère a fait un peu de musique. Elle avait une très belle voix. Elle chantait avec nous tout le temps, mais ils n'étaient pas des musiciens professionnels. Mais il y avait une très grande ouverture vers la culture. Beaucoup de disques à la maison. On écoutait de la musique. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, par rapport aux partitions. Donc, quand j'avais 13 ans, j'avais demandé ces partitions-là. Et ça m'a réellement changé la vie dans le sens où j'avais la chance de commencer tous les jours par la musique, comme je n'étais pas à l'école. Et pendant des années après, je me mettais devant l'instrument, j'ouvrais la partition et je déchiffrais le clavier bien tempéré en entier, tous les matins, évidemment, avec pas mal de notes à côté. Mais c'était très, très formateur pour un musicien de cet âge-là. Entre mes 13 et mes 17 ans, c'est ce que je faisais tous les matins. Mais à l'époque, vous aviez des professeurs de piano, puis de clavecin Voilà, alors j'ai officiellement commencé le clavecin quand j'avais 9 ans, avec une claveciniste qui habite à San Francisco, qui s'appelle Catherine Perle, qui était géniale parce qu'elle me laissait énormément de liberté. Elle me laissait découvrir toutes les partitions, tous les compositeurs. Elle me laissait courir après mes envies. Et j'ai un grand besoin d'indépendance qu'elle avait compris. Et elle avait un instrument à louer qu'on avait acheté après. Et c'était donc ma première professeure de clavecin. Et ensuite, justement, vers mes 13 ou 14 ans, j'avais fini mes études avec elle. Et j'étais un peu en autodidacte pendant quelques années. Et j'allais un peu à droite et à gauche prendre des cours avec les gens qui passaient dans la région. J'avais fait quelques séjours à New York pour prendre des cours avec Arthur Haas. Mais c'est vrai que j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire avec l'instrument et je n'avais pas tout de suite trouvé de prof. Excusez-moi de vous interrompre au niveau de l'instrument. Alors, comment ça se passe quand on est une jeune fille quand on étudie le clavecin, on étudie sur quel instrument? Alors, moi, j'avais beaucoup de chance parce que cette première prof, elle avait construit un kit Zuckerman de type français, un grand clavecin de clavier, qui était plutôt un bel instrument. Et elle m'avait loué cet instrument au début, et ensuite on l'avait acheté. Et donc j'avais beaucoup de chance parce que finalement j'ai commencé sur plutôt un beau clavecin. Et après, assez rapidement, au début je ne savais pas accorder par exemple. Donc je demandais à ma mère de le faire, mais comme ça prenait du temps et j'avais des frères et sœurs. Très très vite, j'ai appris à m'occuper de l'accord aussi. Et puis on se rapproche de l'instrument et on prend l'habitude de l'accorder, de le réparer. On l'approprie en fait. D'ailleurs, il y a une très belle photo dans ce texte qui accompagne ce disque consacré à Bach. On vous voit agenouillé devant votre clavecin. C'est quoi la signification de cette photo Alors, la signification de cette photo, il y en a deux. D'abord, les journées étaient très longues. Et il y avait un moment où j'en avais marre de m'asseoir. Les journées d'enregistrement Oui, les journées d'enregistrement. Soit on fait ça la nuit. Pour Scarlatti, on avait enregistré la nuit. Mais Harlem, on a la chance de pouvoir enregistrer la journée. Ce qui permet de travailler pendant plus longtemps, en fait. On avait des journées de 15-16 heures. Et voilà, il y avait un moment un peu de détente où j'ai dit, voilà, je ne m'assois plus, je me mets à genoux. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de musique enregistrée et c'était fatigant. Et puis c'était aussi un clin d'œil parce qu'il y a une photo dans le livret du premier disque qui a été... c'est un cliché qui a été pris à la fin de l'enregistrement à 5h du matin où je suis par terre complètement épuisée. Et donc on a voulu, comme je travaille toujours avec le même photographe, on a voulu faire un clin d'œil à cette photo qui est dans le livret. Consacré à Scarlatti. Voilà, c'est ça. Alors là, on va revenir à Bach. Ce disque, il s'ouvre par la première partita et le deuxième disque termine par la quatrième partita. De toute façon, ces partitas, les 6 sont des purs chefs-d'œuvre. Je ne sais pas s'il y en a qu'on peut préférer
à d'autres, mais c'est une musique tellement riche. Je pense qu'il n'y en a pas qu'on préfère, mais il y a des moments dans la vie où on est plus ou moins prêt à jouer certains. Et je sais par exemple que la deuxième, que joue Martha Argerich, justement. Voilà, que j'adore quand elle la joue. Je n'ai pas encore eu le déclic moi-même pour le présenter au disque. Mais j'aurais pas su il y a quelques années que j'aurais eu le déclic pour la première. Donc c'est vraiment, il faut attendre un petit peu, il faut un peu de patience. Et puis il y a un moment où on comprend qu'on est prête à présenter quelque chose. Donc on le disait, ça s'ouvre par cette première partita, et ce qui est frappant, c'est que vous commencez le prélude avec un tempo assez lent, vous imposez la musique, et on sent qu'il y a une sorte de naturel qui vient, et certains de vos confrères les jouent plus allègres en fait, ces œuvres. Et vous, il y a un tempo assez retenu qui s'impose. Vous avez beaucoup réfléchi, j'imagine, sur ce tempo. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais pas du tout réfléchi réellement. Il y a, comment dire, je pense qu'il y a un côté de l'interprétation qui non réfléchi. Et j'essaie de travailler surtout en écoutant l'instrument. Je trouvais qu'il y avait des sonorités et des harmonies magnifiques dans ce prélude et je passais à côté quand je le jouais plus vite. Et je vois ça d'ailleurs dans toutes les suites de Bach, mais surtout dans cette première partita, il y a vraiment un côté aria et variation qui est très marqué, qui me rappelle quasiment les variations Goldberg quelque part. Et je me suis dit, si je jouais ça comme une espèce d'aria, avec finalement des diminutions après, c'est une autre manière de le voir, mais j'étais surtout, au début, c'est de l'instrument qui me dictait ça. Je me suis dit, mais j'ai pas le temps d'entendre tout ce qu'on raconte ici. Et j'aime bien essayer d'écouter moi-même ce qui se passe. Et si j'entends pas tout, je me dis que je passe à côté. Et en plus, quand on est arrivé à l'église à Haarlem, donc, qui sonne magnifiquement bien, il y avait aussi des tempi qui ont évolué en fonction de cet espace-là, parce qu'il faut réagir au micro, qui n'entendent pas pareil que l'oreille humaine. Et ça transforme la manière de jouer aussi, sur le moment. Mais là, quand vous jouez une œuvre au concert, vous asseyez à votre clavecin, au niveau des tempos, c'est quoi? Ça vient naturellement ou comment ça s'impose justement? Parce que j'imagine que cette première partita, moi je vous ai écouté l'interpréter dans ce disque magnifique, mais peut-être qu'au concert vous la jouez totalement différemment. Alors évidemment c'est difficile pour moi de savoir à quel point c'est différent en concert, mais je ne pense pas que ça soit pareil à chaque fois. Là, je l'ai tourné il n'y a pas longtemps aux États-Unis, donc dans des salles qui étaient les unes des autres très très différentes, sur des clavecins qui étaient différents. Et donc le but justement du raccord sur l'instrument dans la répétition, c'est que j'arrive et j'écoute d'abord. Je joue en écoutant. Je travaille souvent au ralenti aussi pour vraiment comprendre quel est le retour de la salle au niveau de la résonance. C'est quasi scientifique dans ce sens-là. C'est vraiment une question de... J'ai quoi comme espace? Dans une très grande église, on peut avoir 7-10 secondes de résonance. Dans un petit salon, c'est complètement autre chose. Et pour moi, en tout cas, le but, c'est de toujours s'adapter au meilleur tempo. Finalement, c'est une question de compréhension pour le public de la salle. Et donc, ce que j'ai beaucoup travaillé, effectivement, c'est d'apprendre à me projeter dans la place du public ou la place du micro pour essayer de comprendre ce qu'ils entendent. Et je dirais que le processus d'enregistrement apprend énormément sur ce métier-là, le fait de se projeter dans la place du public. Liliane Gordis, on le disait, vous êtes née à Berkeley et puis après vous êtes venue en France étudier. Et quoi, pour recevoir l'enseignement de Pierre Antaille la famille Antaille, c'est votre famille tutélaire française. Oui, quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que la musique ancienne aux États-Unis, il y en a, et il y avait une très belle génération de pionniers. Mais on n'a pas de système de conservatoire et on n'a pas un système de subvention comme en Europe et surtout en France. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer le clavecin jeune, la musique ancienne, mais il n'y avait pas d'autres jeunes de mon âge qui pratiquaient ça. Et je voyais les disques qui arrivaient de l'Europe et les musiciens qui venaient en tournée. Et c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie de me baigner vraiment dans cette culture-là. Et je me sentais un peu limitée. Alors maintenant, il y a des endroits aux États-Unis où les gens font un travail formidable.
mais c'est aussi un très grand pays. Et donc, il faut un tout petit peu choisir où on habite. Et puis, on voyage beaucoup moins qu'en Europe. En Europe, on peut vraiment tourner dans tous les pays. On a un paysage culturel qui est plus vaste. Et donc, ça m'a attiré très tôt. Mais c'est vrai que je voulais aussi travailler avec Pierre Intaille, entre autres. Et je l'avais rencontré très jeune. J'avais 14 ans. Il est venu jouer en Californie avec Jordi Savall. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'avait donné un petit cours et il m'avait encouragé de venir un jour si c'était possible. Alors, j'ai mis quelques années quand même parce que j'étais un peu jeune. Mais 2 ans plus tard, j'ai pu faire le saut. Et là, maintenant, vous jouez beaucoup avec Jérôme Voilà, Antaille, c'est ça. qui joue la viole de gambe. Former un duo illustre, ça doit faire bizarre quand même. Enfin, bizarre, c'est en même temps extraordinaire. Liliane Gordis, ces gens qui étaient des gens dans vos rêviers quand vous étudiez aux États-Unis, vous vous retrouvez aujourd'hui à leur côté pour faire de la musique. Alors, c'est assez exceptionnel, je trouve. C'est magique. Et puis, oui, effectivement, de pouvoir faire de la musique avec des gens qu'on a admiré de loin. Oui, c'est ça, et de me retrouver à côté. Et, là, on a fait une tournée avec Jérôme l'année dernière aux États-Unis. C'est prévu d'en faire une autre l'année prochaine. C'est assez incroyable. Et puis, moi, ça m'apporte énormément parce que je pense qu'on apprend le mieux justement en jouant avec les gens. Donc, ça me pousse à écouter autrement, à être extrêmement réactif. Et puis, ça va dans les deux sens. Donc, j'ai l'impression que peut-être des idées que j'ai eues grâce à leur travail de pionnier, quelque part, je peux les apporter aussi. Et je trouve ça assez exceptionnel, oui. Alors, on va revenir à ce disque Bach qui, comme le précédent qui était consacré à Scarlatti, est édité par le label Parati, parce que on disait qu'il y avait 2 suites anglaises, on va en parler, 2 partitas, et puis vous avez choisi 4 préludes et fugues du livre 2. Le livre 2, je crois que la construction est différente. Le livre 1, il y a quand même une construction beaucoup plus évidente. Livre 2, j'ai l'impression que ce sont des préludes et fugues plus disparates, qui n'ont pas été organisés par Bach de manière aussi cohérente que le livre 1. C'est mon impression aussi. Alors, je pense que le but du premier livre est très clair. C'est à la fois pédagogique, on apprend à jouer, on apprend à composer aussi. Et aussi, il veut montrer qu'il a un tempérament qui permet d'aller dans toutes les tonalités. Ensuite, le deuxième livre, c'est un petit peu moins clair. Il y a des préludes et fugues qu'on retrouve dans des versions intérieures, dans d'autres tonalités. Donc la construction est un peu moins claire. Mais ce qui ressort pour moi, c'est bon, tout est génial évidemment, mais il y a des préludes et fugues qui sont tellement immenses. Oui, ceux que vous avez choisis particulièrement. Voilà, donc j'étais assez attirée par ces préludes et fugues depuis longtemps. Et je voulais un peu les sortir du... Le problème du clavier bien tempéré, c'est que normalement, on enregistre l'intégrale. Ce que je peux comprendre dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment un cycle entier à respecter. Mais parfois, on a des bijoux qui se perdent un petit peu dans tout ça. Donc, vous arrivez sur si bémol mineur, vous avez tout écouté. Peut-être que vous allez prêter un peu moins attention que si on sort ces préludes un peu de leur contexte, mais on leur donne un monde entier à habiter. Et c'était un peu mon but. J'en avais choisi 4 que je trouve vraiment extraordinaires et qui racontent, je trouve, quelque chose d'exceptionnel tout seul. Il n'y a quelque part pas besoin du cadre. Et je voulais proposer ça aux gens, justement comme au concert, où souvent on va jouer que des extraits pour des questions de longueur et de durée. Oui, c'est ça. Et là, effectivement, ce double album consacré à Bach, il y a vraiment une magnifique construction, puisqu'il y a cette première partita qui ouvre le disque. Après, il y a 2 préludes et fugues du deuxième livre. Et puis, il y a cette 3e suite anglaise. Donc, il y a 6 suites anglaises. Vous en avez extrait, comme pour les partitas 2. Ça aussi, ce sont des musiques, la 5e et la 3e, qui vous sont particulièrement familières. Alors, c'est drôle parce que sur ce disque, il y a des pièces que je joue depuis longtemps. Et après, j'avoue, il y a des pièces que je déchiffre depuis longtemps, mais que je n'avais pas forcément travaillé. Et la 3e suite anglaise en fait partie. C'est une pièce que, très jeune, je déchiffrais ça, j'aimais beaucoup le prélude, mais Elle est d'une séduction d'ailleurs, cette pièce. Enfin, déjà, le prélude. Le prélude, voilà. Et puis même les petites gavottes. J'adore les petites gavottes, je trouve ça génial. On avait terminé l'enregistrement sur les gavottes et on s'est beaucoup amusé à rajouter des petits ornements.
Voilà, mais c'est une pièce que j'avais jamais pris le temps de vraiment me plonger dedans. Et c'était l'occasion, quelque part, dans la préparation de ce disque, de m'obliger aussi à faire un travail un peu plus complet sur des pièces qu'on côtoie depuis très longtemps, mais pour raison X ou Y, on n'a pas eu l'occasion de le présenter en concert, ou on n'a pas eu l'occasion de le travailler en profondeur. Et je voulais aussi, parce qu'il y avait des pièces que je savais que je voulais enregistrer la 5e suite anglaise. Je savais que je voulais enregistrer le prélude des fugues en si bémol mineur. Mais déjà, au niveau de la tonalité, ça ne va pas du tout ensemble. Donc il fallait construire quelque chose qui tenait ensemble. Et petit à petit, des pièces se sont rajoutées, y compris la 3e suite anglaise. Vous parlez de cette 5e suite anglaise, elle vous accompagne depuis longtemps alors, Elle, oui. Je me souviens, j'avais beaucoup joué la 2e et la 4e quand j'étais adolescente, et la 5e, elle était toujours là. Mais elle est difficile, musicalement elle est difficile. C'est quand même très difficile ces œuvres, même au niveau digital. Oui. Il y a beaucoup de pièces chez Bach qui sont difficiles digitalement, mais c'est vrai que les suites et les partitas, il y a certaines difficultés techniques dans les préludes, dans les gigues, par exemple, qui sont purement techniques. Mais je pense qu'il y a aussi une question de construction, surtout dans les préludes, dans les suites anglaises. Les 5e et les 6e, par exemple, les préludes sont assez longs. Donc il faut vraiment comprendre la structure. Il faut pouvoir tenir une phrase qui est assez longue pour une question de cohérence. Et voilà, je dirais que j'ai pas mal joué cette pièce-là. Et j'ai envie de dire que justement, souvent, je la retrouve dans des enregistrements un peu cachés. Et je voulais la mettre à sa place. Je trouve que c'est une pièce pas uniquement belle. Je trouve que vraiment, il y a une force dans cette pièce que je voulais montrer et partager. Il y a quand même quelque chose... Chez Bach, c'est quand même le nombre de chefs-d'œuvre. C'est un peu le problème aussi. D'ailleurs, on a l'impression qu'il a écrit que des chefs-d'œuvre, quasiment même les pièces de jeunesse pour le clavecin ou d'autres. Enfin, le nombre de chefs-d'œuvre est quand même ahurissant. Qu'est-ce qui fait que cette musique nous paraît aussi géniale? Et même s'il y a d'autres immenses compositeurs de la même période, il y a quand même quelque chose chez Bach qui est constamment génial. Alors, pour moi... Et après, c'est une question auquel il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse concrète à cette question. Mais pour moi, ce qui me frappe, c'est cette manière de présenter le contrepoint à l'ancienne, finalement, tout en le modernisant, qu'aucun de ses contemporains n'a su faire à ce point-là. Et chez Bach, on retrouve la maîtrise du contrepoint de la Renaissance, des grandes pièces vocales, les motets, les messes, etc., mais parfois transposé sur une petite sarabande pour le clavecin. Il a une telle facilité avec le chant du contrepoint, et je pense que c'est ça qui nous touche profondément, c'est ça qui nous fait rêver, parce que c'est ça qui est universel quelque part. Ça, sur tous les temps, c'est quelque chose qui résonne en nous, le dialogue entre les voix. Vous parlez de sarabande, il y a bien des moments, des grands moments forts émotionnellement sur votre double album, Liliane Gordis, mais il y a cette fameuse sarabande de la 4e partita qui est quand même un des sommets émotionnels. Cette musique, je sais pas, quand on l'aborde, quand on est interprète, c'est quelque chose d'écrasant. Alors, je ne sais pas ce que ça donne comme sentiment quand on aborde cette musique. Parce qu'en même temps, il y a une grande liberté pour l'interprète. Il y a une grande liberté pour l'interprète, mais il faut le mener, il faut être intelligent, parce que si on se livre complètement à sa liberté, on perd un petit peu le fil. Et c'est très délicat de trouver l'équilibre. Il y a des pièces de temps en temps où je les joue et je ressens une grande émotion. Mais je dois dire que quand je suis en train de jouer, je ne réfléchis pas beaucoup et je ne suis pas forcément dans l'émotion. Je suis vraiment dans une sorte de... Je suis dans un autre univers où je ne pourrais pas dire que je ressens directement l'émotion. J'essaie de le projeter. De toute façon, pour la donner, il ne faut pas forcément la ressentir, parce que sinon, après, il y en a trop. Voilà, et puis c'est déplacé quelque part. Donc moi, quand j'écoute les autres, je ressens énormément d'émotion. Mais sur une pièce comme la sarabande de la 4e partita, ou l'allemande, c'est une pièce que j'adore... depuis tout petite. Mais je me souviens qu'au moment de l'enregistrement, on est très concentré sur le rendu, quelque part, sur
l'écoute de chaque fin de note, comment mener la note suivante, ménager ses efforts, ménager le son, la résonance. Mais on n'est pas en train soi-même d'être... Si on réfléchit au fait que cette musique est écrasante, on ne peut rien faire. C'est paralysant. Donc... En tout cas, le résultat, lui, est bouleversant. Liliane Gordis, vous avez beaucoup réfléchi sur la manière de construire ce disque ou ça s'est imposé très facilement Alors, je savais qu'il y aura 2 disques parce que pour moi, la question de tempérament est assez importante. Je trouve que le clavecin a besoin de ses couleurs. Donc je ne voulais pas être limitée dans les couleurs de tempérament par des questions de tonalité, parce que j'ai des pièces qui modulent énormément sur ce disque. Donc je savais qu'il y aura un disque sur les dièses et un disque sur les bémols, pour pouvoir donner plus de couleurs. Ensuite, l'ordre, je n'ai décidé que beaucoup plus tard, après la fin de l'enregistrement. J'avais pensé commencer par la 4e partita parce qu'il y a une ouverture, c'est un peu banal quelque part. Et finalement, en écoutant, je me suis rendu compte que cette pièce de 40 minutes, elle était tout à fait à sa place pour terminer le programme. Donc il y a eu plusieurs versions, plusieurs évolutions sur l'ordre exact du programme. Et la seule chose que je savais, c'est que d'un côté, il y aura les bémols et de l'autre, les dièses. Et même si c'était en premier les dièses ou les bémols, quelque part, ça n'a pas d'importance. On peut écouter séparément ces disques aussi. C'est un récital entier à chaque fois. Donc, Mais vous, ce qui vous avez amené vers le clavecin, c'est quoi? C'est la littérature pour cet instrument ou c'est l'instrument lui-même Je dirais que c'était 2 choses. C'était la musique de Bach, c'est sûr. Donc, vous auriez pu la jouer au piano Et je jouais déjà ça au piano. Mais je me souviens que ce qui me gênait énormément, c'est que j'avais... 1 ou 2 profs de piano qui n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait jouer une main plus forte que l'autre. Et pour moi, il y avait un déséquilibre contrepartie. Et je discutais avec eux tout le temps en disant non, mais ça me va pas. Mais j'avais 7 ans, je ne savais pas formaliser ce problème-là. Donc déjà, ça réglait un de mes problèmes. Mais je dirais surtout, très honnêtement, pour le clavecin, c'était une question de toucher. Je suis arrivée sur l'instrument et j'avais tout de suite, j'ai eu ce contact avec la corde pincée. Je ressentais le bec sous le doigt et j'avais l'impression de toucher la corde réellement, alors qu'au piano, c'est beaucoup plus distant. Et c'est ça qui m'a décidé. J'aime beaucoup le son, évidemment, j'aime beaucoup la musique, mais il y avait un côté très tactile et c'est ça qui a décidé les choses. Et donc vous êtes lancé dans le clavecin, vous jouez encore du piano? Pas du tout. Plus du tout. J'ai un non-maîtrise qui est assez incroyable même. Je sais, parce que j'ai arrêté totalement à 9 ans. J'en avais fait quelques années, mais c'est pas assez pour marquer. On oublie, musculairement on oublie. Et puis j'ai jamais su jouer avec pédale ou j'étais trop petite pour accéder aux pédales. Donc j'ai pas du tout... je sais pas faire. J'adore écouter, mais je sais pas faire. Alors le clavecin qui vous sert pour ce double album consacré à Jean-Sébastien Bach, c'est votre clavecin, Liliane Gordis? C'est mon clavecin, oui. Donc c'est un clavecin qui a été conçu récemment? Non, alors c'est un clavecin de Philippe Humeau, qui est un facteur français absolument génial. Et cet instrument date de 99, donc évidemment, je ne l'ai pas commandé, mais c'est un instrument qu'appartenait à Philippe pendant plusieurs années et qu'il prêtait pour des tournées, pour des concerts. Et puis en 2000, si je ne me trompe pas, en 2013, Pierre Antal l'avait racheté en échange pour un autre instrument, je ne sais plus. Mais je l'avais joué chez lui. J'aimais beaucoup cet instrument qui est assez particulier, qui a un son un peu mat quelque part, qui n'est pas trop brillant. Mais que je trouvais justement très adapté au répertoire que j'aimais bien. Et il se trouve qu'un peu plus tard dans l'année, il a voulu acheter encore un autre instrument. Donc il m'a dit peut-être que tu veux finalement acheter le clavecin de Humeau là. Et c'est vrai que j'avais 21 ans, j'avais pas forcément prévu d'acheter un instrument à ce moment-là, mais Philippe ne prenait plus de commandes et ça a toujours été mon rêve d'avoir un clavecin de Philippe Humeau. Donc je me suis débrouillée pour l'acquérir. Voilà, parce que vraiment, et ça a complètement changé mon jeu. Je vois que la manière de proposer la musique a vraiment changé avec l'instrument. Et là, ça fait presque 10 ans maintenant.
Et alors, par exemple, quand vous jouiez aux États-Unis récemment, lors de votre tournée, vous vous retrouvez avec des clavecins que vous ne connaissez pas forcément avant. Parce qu'un pianiste, bon, il va se retrouver peu ou prou avec Schendorfer, Steinway ou Bechstein. Mais enfin, même si les pianos sont très différents, mais enfin, le champ n'est pas aussi large que pour vous. Oui, c'est clair, il y a une standardisation pour le piano qui, j'imagine que ça facilite un tout petit peu les choses. Pour nous, les clavecinistes, c'est vraiment, comment dire, on croise les doigts parfois. Parfois, on a beaucoup de chance. On connaît déjà l'instrument. Plus on joue, plus on rencontre des instruments et on finit par revenir toujours sur les mêmes. Mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Parfois, un clavecin, il est mal réglé ou parfois, il a des problèmes mécaniques. J'avais joué sur un instrument en Californie sur la dernière tournée où il y avait des touches qui collaient carrément. Donc, heureusement, je sais m'en occuper un petit peu. Mais ça fait partie du métier de savoir faire sonner un instrument même qui n'est pas génial ou qui a des problèmes mécaniques. Mais alors vous disiez tout à l'heure que vous accordiez quand vous étiez adolescente votre clavecin. Vous continuez? Comment ça se passe avant un concert? Il y a un accordeur comme pour un piano? Alors souvent les organisateurs proposent un accordeur et parfois ils insistent aussi. Moi je préfère accorder parce que ça me permet de rester en contact avec l'instrument. C'est une manière aussi de se chauffer parce qu'il n'y a jamais de clavecin dans les loges. Et puis je suis plus à l'aise quand c'est moi qui accordé, qui a assuré le tempérament. Mais parfois il m'arrive que l'organisateur ait déjà prévu quelqu'un et on ne peut pas tellement négocier les choses. Mais voilà, je préfère accorder. Et sur les enregistrements, j'avais assuré tout l'accord moi-même pour le premier. Sur le deuxième, il y avait des conditions un peu particulières dans le sens où c'était loin. C'était 2 fois plus de musique. Et c'était pendant le confinement de l'automne 2020 et je ne voulais pas me retrouver par exemple avec des cordes cassées ou d'autres problèmes que je ne pouvais pas facilement régler en appelant quelqu'un. Donc j'avais appelé mon ami Florian Donati qui est un accordeur absolument superbe qui est venu sur le projet et qui a assuré l'accord. On s'est partagé un tout petit peu le travail mais c'est lui qui a fait le principal du boulot. Pour lequel je le remercie. Et puis, il est formidable en situation d'enregistrement. Il est très à l'écoute. Voilà. Donc, parfois, il faut aussi accepter ses limites et savoir avec qui travailler. Bon, on le remercie aussi parce que ce disque consacré à Bach, il est absolument merveilleux. Première et quatrième partita, 3e et 5e suite, et 4 préludes et fugues extraits du 2e livre du clavier bien tempéré. Ce disque succède à votre disque consacré à des 13 sonates de Scarlatti, Liliane Gordis. On ne va pas révéler de secret. Vous avez des projets pour un prochain disque ou c'est encore... C'est encore en cours de réflexion. Je n'ai pas de projet là tout de suite parce que c'est vrai que ce projet Bach était assez vous l'avez porté, monumental et ça a mis du temps à sortir aussi. Et il y a des pièces que j'ai envie d'enregistrer. Et peut-être faire un disque de musique de chambre éventuellement. Je n'ai pas de projet concret, mais je dois dire que pour l'enregistrement, je ne travaille pas sur 10 ans ou 20 ans. Je laisse mûrir les choses et puis quand le moment est là, j'appelle l'ingénieur du son, Aline Bandio, avec qui je travaille toujours, qui est absolument formidable. Et on trouve une date et on va aller dans l'église à Haarlem. Voilà. Mais j'essaie de ne pas me sentir dans l'obligation de sortir des disques ou de... vis-à-vis du côté un peu commercial, j'essaie vraiment de ne sortir des disques que quand j'ai vraiment quelque chose à raconter. Bah vous avez bien fait de l'appeler pour ce disque consacré à Jean-Sébastien Bach, Liliane Gordis pour le label Parati. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Alors merci à vous. Pour illustrer cet entretien avec la claveciniste Liliane Gordis, je vous propose de l'écouter interpréter la première partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.